Je suis venue à l'Athénéum pour travailler avec une compagnie de spectacle, de danse contemporaine. Et à ce moment-là, j'ai dû croiser Peggy Camus dans un couloir. Et je lui ai dit, mais ça m'intéresserait vraiment de travailler avec vous et de travailler avec des chercheurs. Est-ce qu'on pourrait en parler? Et à partir de là, très vite, tout de suite, j'ai eu un rendez-vous avec Peggy à l'Athénéum, mais aussi avec la mission culture scientifique. Et on m'a tout de suite proposé de travailler avec le laboratoire Biogéosciences. On a été sollicité pour accueillir Julia. Enfin, à l'époque, c'était une artiste céramiste qui est arrivée au sein du laboratoire. Donc nous, on était ravis parce que c'est vrai que c'est une résidence d'artiste, c'était la première fois que ça arrivait dans le laboratoire. Et donc on avait prévu, comme on est un laboratoire pluridisciplinaire, de faire passer Julia dans les différents compartiments de notre unité de recherche pour qu'elle puisse voir le panorama qui va des sciences de l'environnement et du climat jusqu'à l'écologie comportementale en passant par la géologie ou la paléontologie, qu'elle puisse s'inspirer de la diversité des sources qui sont nos sujets d'étude. Et c'est un public qu'on n'a pas du tout l'habitude d'accueillir. C'est un domaine que l'on côtoie, mais que l'on n'intègre pas forcément dans un laboratoire ni dans nos activités de recherche. Et donc c'était une expérience que je continue d'appeler très rafraîchissante, parce que c'était vraiment quelque chose de neuf, de très original, un regard qui était vraiment croisé et nouveau. C'était une occasion particulière d'échanger sur des recherches, mais sans forcément faire de la diffusion des savoirs ou de la présentation des travaux eux-mêmes. C'était plus de ce qu'ils inspiraient ou de l'aspect artistique que nous-mêmes on y voyait. Ce sur quoi on ne se fait jamais interroger et ce sur quoi on s'exprime très rarement. Donc là, c'était une occasion unique de le faire et on était ravis de le faire. Tout ce qu'on m'a transmis en une semaine, je pourrais travailler toute ma vie, en fait, avec ces informations qu'on m'a données. Hein. J'y vais tout de suite. Voilà, il y avait une multitude de possibilités. Et suite à cette semaine passée au laboratoire, j'ai déjà eu besoin de laisser décanter. En fait, j'ai tout laissé reposer. Et seulement au bout de plusieurs mois, j'ai repris tous les enregistrements des échanges. Mais avant de faire ça, je m'étais dit, bon, qu'est-ce qui me reste en fait 4 mois après, voilà, quelles sont les choses qui m'ont le plus marqué. Et à partir de là, j'avais déjà encore 6-8 pistes. Et puis, petit à petit, il n'en est resté plus qu'un. Il existe beaucoup de types de préservation et de formation des fossiles. Donc le plus souvent, c'est un être vivant qui va laisser son squelette, son empreinte à la surface de sédiments, de particules. Et le plus souvent, il va être recouvert par d'autres roches qui arrivent par-dessus, qui ne sont pas encore solidifiées à l'époque, c'est souvent des sortes de boue, et qui, en se solidifiant, vont transformer minéralogiquement l'intérieur, molécule par molécule, la carcasse de l'animal ou de la plante, par exemple. Et ces transformations minéralogiques font que, par un processus de pétrification, de transformation minéralogique, un être vivant se transforme en fossile qui peut après traverser les âges pendant plusieurs millions, voire milliards d'années. On sait par ailleurs que depuis les années 70, en fait, que beaucoup de ces processus ont comme moteur des êtres vivants. On est en pleine recherche sur ce thème-là, que des micro-organismes, tous les microbes, des algues, des champignons, des bactéries, participent très activement à ce processus et sont probablement l'agent majeur de préservation et de formation de tous ces fossiles. Pour les gouttes de pluie qui nous intéressent ici, c'est vraiment une interaction entre le monde vivant et le monde minéral. C'est-à-dire que la goutte de pluie va tomber sur de l'argile, mais cette argile était déjà recouverte par un petit film microbien. Donc tous ces microbes, ils forment des sortes de filaments qui, en s'entremêlant les uns les autres, forment un véritable tissu. Un tissu qui est protecteur, un peu élastique, et qui vient accueillir les déformations et puis qui va maintenir les sédiments en dessous en place. Et puis également, à l'état fossile, on retrouve des empreintes de pluie, parfois très anciennes, de la terre primitive pour certaines, et qui ont été préservées typiquement par ce processus-là. Donc ce sont, une fois de plus, des microbes qui nous permettent de goûter à la fraîcheur d'une pluie de plusieurs milliards d'années dans certains cas. Pour ce projet-là, j'ai tout d'abord travaillé avec l'argile que je trouve dans mon terrain.
qui est une argile de couleur un peu verdâtre. Et cette argile, elle avait une consistance parfaite parce qu'elle a pu du coup me permettre de capturer, de récupérer les empreintes des gouttes de pluie. Ensuite, pour la réalisation complète de l'installation, j'utilise une autre argile qui est une argile blanche. Et j'ai fait ce choix parce que la teinte du blanc, je l'espère, je crois, amène quelque chose d'un petit peu irréel, surnaturel, amène quelque chose d'un petit peu fantomatique, enfin donne en tout cas vraiment une autre atmosphère à l'installation. Donc tout d'abord, je vais étaler mon argile qui est sous forme d'une boue sur des plaques de plâtre. Je vais faire ça en extérieur. Je guette la pluie et du coup je vais installer mon argile au moment où la pluie va bientôt arriver. Ou bien elle est déjà là, et là je suis sous un barnum. Donc je récupère mes empreintes de gouttes de pluie, chaque goutte de pluie créant un impact, donc un petit cratère dans la matière molle argileuse. À partir de là, je vais laisser sécher quelque temps cette argile. Et sur cette surface impactée, je vais venir couler une surface de plâtre. Cette surface de plâtre va me servir de moule. Donc à ce moment-là, on n'aura pas les gouttes comme des cratères, mais à l'inverse, on aura comme des petites cloches comme ça. Une fois que j'ai mes grands moules, je vais pouvoir utiliser une argile de nouveau sous sa forme liquide, que je vais venir en fait couler par-dessus ces plaques de plâtre pour de nouveau avoir mon positif et donc mes petits cratères d'empreintes de gouttes. Là, c'est une version simplifiée. Voilà, après il faut faire les petits rebords de la pièce parce que mes pièces font 5 cm de haut, 6, et que moi la surface que je coule, je fais juste 1 cm. Et puis un séchage lent, une cuisson à basse température, et on y est. Alors lors de l'exposition de cette installation à l'Athénéum, nous avons prévu d'exposer aussi d'autres pièces qui sont issues des collections de l'université. En l'occurrence, on va avoir des fossiles et puis nous aurons aussi des grands tirages d'un atlas lunaire de la fin des années 1800. On a fait ce rapprochement avec la Lune parce que très vite, d'un point de vue formel, tous ces petits cratères d'empreintes de gouttes nous font penser au relief de la Lune qui est impacté de cratères lui aussi. L'atlas photographique de la Lune, c'est une immense et longue entreprise d'astronomie et je dirais en même temps d'imprimerie puisque de 1896 à 1910, environ 90 planches tirées en héliographie vont présenter la surface de la Lune avec des détails photographiques qui jusqu'alors n'avaient jamais été entrepris. L'Observatoire de Paris, avec à sa tête Maurice Levy, et puis Puiseux aussi, qui est assistant astronome, vont mener pendant donc une quinzaine d'années des milliers et des milliers d'observations grâce au grand équatorial Coudet, et à partir de cela prendre des clichés photographiques. Et à partir de ces clichés photographiques, faire des tirages sur papier de très grand format. Alors c'est un travail qui est entrepris et pris en charge par l'Imprimerie nationale, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'établissements, voire aucun privé qui aurait été capable de mener un si long travail, si coûteux, avec si peu de rendement. On a la chance d'en avoir ici un exemplaire. C'était certainement un envoi du ministère à l'époque dans les grands centres scientifiques français ou universités. Il faut savoir que cette qualité de photographie d'une manière générale et puis finalement de vue de la surface de la Lune sera là un travail de référence jusque dans les années 60, à partir du moment où les sondes mettent, je dirais, ce travail du côté de l'histoire des sciences. Le mot fossile, ça intègre aussi la dimension de l'empreinte, et uniquement de l'empreinte de l'organisme, et pas de l'organisme lui-même, ni même de son squelette. Donc c'est une trace de son activité, de sa forme, ou d'un impact d'un être vivant sur un substrat. Et ce qui est intéressant, c'est que, contrairement à un os ou à une coquille, une empreinte, ça raconte une histoire, et une histoire qui est instantanée. On parle en millions d'années, mais une goutte de pluie qui tombe, c'est quelques secondes ou millisecondes. Et donc c'est un instantané temporel, un instantané dans une colonne temporelle qui fait des millions ou des milliards d'années.
on est en train d'avoir un objet qui est pérenne, qui a traversé les âges et qui illustre un acteur, un phénomène qui a complètement disparu aujourd'hui. Une pluie que je verrai jamais, mais en fait elle est quand même préservée. Donc c'est une préservation, une présence qui documente l'absence, ou l'absence qui documente la présence. On peut le tourner dans les deux sens. Effectivement, moi j'ai trouvé une très grande poésie dans ces empreintes de gouttes d'eau, en fait. Voilà, c'est un moment extrêmement fugace, ce moment où la goutte impacte le sol, et que ce moment très fugace puisse être enregistré pour l'éternité dans la matière argileuse. J'ai trouvé ça très beau. Alors il y a l'absence et le fait aussi qu'on conjugue et qu'on met vraiment côte à côte deux éléments qui sont complètement opposés l'un l'autre. Il y a l'eau et puis justement l'argile qui est sèche quand on la ramasse, quand on collecte l'objet de l'empreinte. Et donc dans les problématiques actuelles ou l'actualité, même dans la beauté de l'eau et puis du sol qui s'assèche, on a deux opposés qui pourtant ensemble forment les objets qui nous intéressent, et puis le vivant évidemment qui se nourrit des deux. Ouais.